Juste parmi les justes, bon, ils sont en admiration devant mon mari du fait qu'il a gardé cette amitié pour ce village parce que ces gens sont morts. Mais quand on a fait la remise de la médaille des justes, on a fait à ce moment-là connaissance d'un tas de gens qui connaissaient mon mari à partir du moment où il est arrivé avec un petit manteau de fourrure blanche. Et une petite cousine du tonton a dit un jour, mais on savait bien que le tonton, il n'avait pas de neveu. Et d'ailleurs, le voisin là-bas, dans le champ, il y avait une petite un jour avec les cheveux noirs. Ça ne pouvait être qu'une petite juive. Mais on n'allait pas les dénoncer, ce sont tous des braves gens. Alors, autrement dit, beaucoup savaient et beaucoup se sont tus. Et si finalement tous ceux qui ont survécu à la guerre, c'est simplement parce qu'ils ont cousu leur bouche et pas dénoncé. Voilà. Oui. C'est vrai que si on a des cheveux noirs, on est juif. Hein. C'est sûr. Encore deux interventions et ensuite c'est terminé. La dame qui demandait, ensuite une autre intervention et après c'est terminé. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. J'ai une question à poser. Est-ce que quelqu'un dans cette... Il est ouvert, il faut parler plus fort. Oui, il faut parler plus fort. Il faut être plus près. Merci pour tous ces témoignages. Et j'ai une question à poser concernant, est-ce que dans la salle, quelqu'un a connu Germaine Ribière? Germaine Ribière qui, avec le docteur Gaston Lévy à Limoges, a sauvé beaucoup d'enfants juifs, a œuvré pour les cacher, les a passés en Suisse. D'ailleurs, elle a planté son arbre au Yad Vashem. Et le 13 mars, il y a un timbre qui vient de sortir à sa mémoire. Et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a rencontré Germaine Ribière, qui a fait un travail absolument dans l'humilité et dans le silence pour sauver beaucoup d'enfants juifs. Merci. Alors, quelqu'un connaît Germaine Ribière? On va le mettre sur le site. S'il vous plaît. Non. Après, je préférerais que la discussion se poursuive lors du verre de l'amitié. Il y a une question devant et après vous pourrez échanger. Oui. Voilà, exactement. Ah, super. Lève-toi. Il y a une question d'une jeune fille. Allez. Présente-toi. Je suis Rebecca Schneider. Oui. Et je voulais juste demander si vous avez changé de nom quand vous étiez caché ou pas. Ah, c'est une bonne question. Le nom ou pas, avant et après quand vous étiez caché. Alors je vais te dire, moi je m'appelle Barbout. Barbout, c'est pas un nom qui est typiquement, c'est pas Lévy ni Cohen, donc j'ai pas changé de nom, ni avant ni après. Je savais même pas d'où venait mon nom. Il a fallu que j'aille un jour en Espagne pour qu'au boulot on me dise Barbout. Vous êtes catalan? Je lui dis pourquoi? Barbout, ça veut dire le barbu. Alors j'imagine que je devais avoir un ancêtre qui était grand rabbin. Voilà, mais c'est tout. Je vous rassure, tous les juifs ont tous un grand rabbin. Oui, même Karl Marx. T'as pas changé de nom? Non, moi on m'a simplement caché le mien et heureusement que ma soeur s'appelait Nelly parce que je n'aurais pas... Non mais le nom de famille, la jeune fille pose la question sur le nom de famille. Non, on a caché mon nom, simplement je m'appelais Pierre, ma soeur Nelly, mon frère Polo et ça c'était tout. Et toi? Tandis que Claude, lui, on a dû lui changer son nom. Il s'appelle Roland. Les papiers officiels c'était Lery, mais en fait tout le monde m'appelait Delbos. Et Delbos était le nom de la famille qui m'a élevé, qui m'a accueilli, pour laquelle j'ai eu d'énormes sentiments de reconnaissance. Et je voudrais juste terminer en vous faisant réfléchir un peu. Si demain matin on vous amène un enfant de 2 ans et vous êtes en danger de mort, qu'allez-vous faire? Je vais passer le micro à Madame Reich, À Carole. à Carole pour conclure. C'est pas une conclusion. Je voudrais juste donner la parole à Francine Méran pour qu'elle vous rende attentive à l'exposition que vous n'avez peut-être pas vue en arrivant et qui se trouve dans le hall d'entrée, qui évidemment porte sur la thématique des enfants juifs cachés. Et ensuite, vous êtes tous cordialement invités à prendre un petit rafraîchissement dans la salle d'à côté, ce qui vous permettra de continuer le dialogue. Pour les quelques questions qui ont été posées, on va essayer de vous aider en le mettant d'abord sur le site de la Fondation, mais en
faisant aussi intervenir nos contacts que nous avons avec toutes les organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la mémoire de l'Holocauste et qui peuvent peut-être nous aider, et faire le lien avec les sites des uns et des autres, comme par exemple le travail d'Aude et d'autres, pour que, comme je le disais, il n'y a pas de concurrence des mémoires. Tout ce que nous voulons, c'est qu'un maximum de récits soient connus, et que ceux qui ont encore beaucoup de questions, il faut se dépêcher d'essayer, dans la mesure du possible, d'y répondre. Avant qu'on rentre à Marseille. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, je voulais juste vous expliquer un tout. On entend rien ? Si, c'est très bien. Tout près ? Ouais. Je voulais juste vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le travail que je fais au niveau de mes peintures. Donc ici, j'ai amené exclusivement des toiles avec des portraits d'enfants cachés. Des portraits de groupe aussi, je vous expliquerai. Les portraits d'enfants cachés, l'objectif de mon travail, c'est de pas ramener les nombres, comme on les a ramenés au début, qui sont les chiffres de façon générale, mais de revenir au fait que chaque individu est unique, et ça vous l'avez vu avec les témoignages qu'il y a eu ce soir, enfin cet après-midi. Chaque individu est unique, chaque histoire est unique, et c'est ce que je ramène dans mes toiles. C'est-à-dire que dans mes toiles, je ramène toujours des visages. Un visage, c'est un visage unique, un regard unique, une humanité. Et derrière les visages, il y a toujours des numéros, parce que la barbarie, elle est par contre partout la même. Et la barbarie, elle est déshumanisée. Et donc les numéros, ça renvoie à une barbarie non inhumaine. Et je fais toujours l'opposition entre la barbarie et l'humain est plus fort. Et quand vous entendez ces témoignages, vous pouvez voir que l'humain est plus fort. Et l'humain est plus fort parce que ce qui impressionne quand on entend les parcours, bon, je ne sais pas si vous avez tous été impressionnés, moi je les ai entendus hier déjà et vraiment je reste impressionnée. C'est des témoins qui ont eu des traumatismes multiples. C'est des témoins qui ont eu des traumatismes pendant la guerre. Pendant la guerre, ils ont été placés, donc ils ont effectivement, pour certains, perdu leur nom, perdu leur identité, perdu tout lien avec leurs parents, ne sachant pas s'ils allaient les revoir, s'ils n'allaient pas les revoir, avec tout le flou et toute l'angoisse de la situation, avec le risque que eux meurent, le risque qu'on les dénonce, enfin bon, tout ce qu'on imagine, le fait d'être désinsérés. Mais un deuxième traumatisme dont ils ont parlé, mais peut-être pas assez clairement, c'est le traumatisme du retour. Alors il faut savoir que ça n'a peut-être pas été le cas pour eux, mais pour certains ça a été le cas. En tout cas, M. Lévy, il a eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment exemplaire ce qui s'est passé pour lui comme histoire. Beaucoup ont été séparés à nouveau de familles dans lesquelles ils étaient attachés et où petits ils avaient été placés et ils n'avaient pas du tout la notion d'avoir des parents ailleurs parce qu'ils avaient oublié après tout lien avec leur propre histoire. Et on les a retirés du jour au lendemain de ces familles. On les a ramenés dans des familles inconnues qui étaient leur propre famille. Et ils ont eu une deuxième rupture, et un deuxième traumatisme. Et souvent, quand ils en parlent, le deuxième est pire que le premier. C'est-à-dire que le premier, ils se sont adaptés, ils étaient petits, ils se sont adaptés à un système, et c'est la rupture avec l'endroit où ils étaient placés, avec les liens affectifs qu'ils avaient avant, qui a été mieux vécu que ce retour dans une famille étrangère, et où en fait, ce qu'ils n'ont pas beaucoup dit, mais ils l'ont dit hier aussi, et ça revient régulièrement dans les témoignages, en fait, où on ne parlait pas. C'est-à-dire qu'après la guerre, on ne parlait pas. Les déportés ne parlaient pas. Les enfants cachés, on estimait qu'ils avaient beaucoup de chance puisqu'ils avaient évité tout ça, donc on n'en parlait pas. Eux ne pouvaient pas en parler non plus. Eux, je pense qu'ils ne s'autorisaient pas à en parler, mais les parents non plus n'autorisaient pas la parole. Et donc c'est des enfants qui revenaient, qui devaient faire comme si et avancer dans la vie. Et ce qui est impressionnant dans tous ces parcours, c'est qu'ils se sont débrouillés tout seuls. Ils se sont débrouillés, enfin tout seuls, peut-être avec des petites aides par-ci par-là, mais de façon très très impressionnante, ils se sont débrouillés quoi, avec le peu qu'il y avait. Il n'y avait pas toutes les aides qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les possibilités de trouver un logement, de trouver des psychiatres pour régler les situations de crise, etc., comme on le fait aujourd'hui. Il fallait se débrouiller tout seul. Et ils se sont débrouillés et ils donnent une leçon, enfin je pense que c'est vraiment important, ils donnent une vraie leçon de positif, d'optimisme, que ce qui compte, c'est la vie, quoi. Ce qu'ils ont appris, c'est que c'est la vie, c'est-à-dire que c'est la vie qui est plus grande. Ils sont appris à se battre et ils sont devenus des gens pleins d'énergie vitale, quoi. Alors j'essaie de faire ça dans mes toiles et de montrer cette énergie vitale. Monsieur Drahi, il était surpris que je choisisse un portrait où il sourit, parce qu'il me dit que l'époque où j'ai fait le portrait, en fait, il souriait pas. Mais oui. Mais j'ai fait qu'il sourit parce que M. Drahi, même s'il a de temps en temps de l'émotion qu'il nous transmet, c'est quand même quelqu'un d'optimiste
C'est quelqu'un qui remercie la vie, alors que bon, on pourrait le tourner dans l'autre sens aussi. Hein. Et voilà. Et juste une dernière chose, j'ai mis 2 autres toiles qui renvoient à ce que vous avez dit plusieurs. La première, c'est une toile sur Janusz Korczak. Donc Janusz Korczak était un pédagogue polonais à Varsovie qui avait un orphelinat d'enfants juifs et un orphelinat d'enfants non juifs. Et lorsqu'on est venu chercher les enfants pour les gazer, il a dit je partirai avec. Et donc il est parti avec ses enfants et il les a déguisés, il a essayé de leur faire oublier le sort qui allait être le leur. Et ils sont arrivés en chambre à gaz. Et parallèlement à ça, on parlait du GIF tout à l'heure, j'ai fait une toile à la mémoire de 19 fillettes d'une maison d'enfants de Saint-Mandé, à Granville, qui a été entièrement dénoncée. Thérèse Cahen, celle qui s'occupait d'eux, a été dénoncée aussi, donc a été déportée. Il n'y avait qu'une survivante qui, par miracle, n'était pas dans la maison d'enfance sur ce jour-là, Rosette Krimolowski, qui vit toujours en Angleterre. Mais la maison a été déportée. Voilà. Ah, quand même, vous êtes pas sympa. Une fois que j'avais un grand rabbin, il s'en va. Une fois qu'on avait la chance d'avoir un grand rabbin, il s'en va. Oui, enfin, on l'avait quand même pendant 30 ans.